J'ai commencé, j'avais 24 ans, et puis j'ai voulu arrêter. Une cliente et qui m'a dit « Mais Yann, ta fibre, c'est l'immobilier, ne cherche pas ailleurs ». Qui m'a dit « Mais dans le groupe, en revanche, on a un truc ». Et cette boîte, ça s'appelle La Forêt. La franchise, c'est ces trois éléments. C'est une marque connue, reconnue, c'est une méthode, ce qu'on appelle le savoir-faire, et puis c'est un accompagnement au quotidien. Notre particularité, en bientôt 34 ans, c'est d'être la franchise immobilière française qui convient le plus aux Français. Ça fait 15 ans qu'on est également numéro 1 de la confiance dans les sondages. On a trois valeurs, l'engagement, l'efficacité et la convivialité. Le réseau La Forêt, il commence réellement en 1981. Une première agence sur la route de la forêt de Montmorency. Donc c'est l'agence de La Forêt. Au fil des années, cette agence se duplique. La Forêt se rend compte qu'il y a peut-être une place à jouer. Et donc en 1991, c'est la marque La Forêt qui déboule sur le marché un peu comme un ovni. 2024, 21 000 ventes, 26 000 locations, 70 000 logements gérés en gestion locative, 30 000 lots en syndic de copro, 4 800 professionnels, 720 agences et 34 ans d'existence. Voilà. C'est pas nécessairement comme à la télé. Il suffit pas de tutoyer ses clients et d'être habillé streetwear pour faire du chiffre d'affaires. C'est de l'immobilier, c'est quand même l'école de l'humilité, c'est les montagnes russes. On peut faire des mois fantastiques où sky is the limit, et puis ensuite on va faire 3 mois ou 4 mois où on va rien faire à zéro. Et donc il faut beaucoup d'humilité pour devenir régulier. Yann, merci de nous faire l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Je te laisse te présenter rapidement. Yann Giano, moi je suis le président du réseau d'agences immobilières La Forêt. Rapidement, 720 agences, 4800 professionnels. Et on est présent sur tout l'immobilier de proximité, la vente, la location, la gestion locative, le syndic de copropriété et puis un peu d'immobilier commercial également. J'aimerais bien qu'on parle du Yann enfant, sur ce qui t'a amené à l'immobilier et à ta position actuelle. Alors, mon parcours immobilier, il commence finalement par hasard. Il commence en 1994, à la sortie de ce qui s'appelle à cette époque le service militaire. J'ai pas du tout vocation à travailler dans l'immobilier. Ma famille ne travaille pas dans l'immobilier. Elle a fait un peu d'immobilier comme tout le monde. Et puis j'ai une relation qui me passe un coup de fil en me disant qu'elle a elle-même un copain qui a des agences immobilières et qui aurait besoin d'un coup de main. Donc je me retrouve dans cette agence, à travailler dans cette agence a priori ponctuellement pour donner de l'aide. J'arrive, je trouve les gros classeurs avec les fiches de biens. On est aussi dans les années qui ont suivi, pour les anciens combattants ou les plus anciens dont je fais partie maintenant, qui ont suivi la guerre du Golfe, donc un marché qui est un peu compliqué. Donc je commence à visiter les biens qu'on a en portefeuille. À Levallois, on a 2 agences dans le groupe où je rentre, et puis on doit avoir à peu près 150 mandats en stock, donc des chiffres qui font rêver aujourd'hui. Je me prends au jeu parce que c'est vrai que c'est un job qui est passionnant, parce que déjà c'est plutôt valorisant. On visite des logements, des biens sympas, des biens atypiques, on découvre une ville. On a des Français et des Françaises qui nous confient leurs projets, l'intimité de leurs projets, où on rencontre de jeunes couples qui vont avoir un ou des enfants et qui ont besoin de s'agrandir. On va retrouver aussi des familles qui sont déchirées par un décès parce qu'il faut vendre le logement dans le cadre d'une succession. Ça suscite en tout cas beaucoup de passion, quoi. L'envie de concrétiser, l'envie de réaliser les projets immobiliers, de prouver à un vendeur qu'il a eu raison de nous faire confiance, qu'on va se déchirer pour vendre son logement. Donc ça, voilà, c'est toute la première partie de mon expérience, jusqu'à diriger moi-même des agences immobilières dans les Hauts-de-Seine et dans Paris. Je fais ça quelques années avant de partir sur totalement autre chose. Métier usant aussi, l'immobilier. Et donc, deuxième partie de carrière où je rentre dans un groupe qui s'occupe du déploiement des réseaux de téléphonie mobile, donc toujours pour l'acquisition immobilière, pour implanter ces fameuses antennes ou ces fameux pylônes partout en France. J'y fais quelques années et ensuite, on va peut-être y venir, je reviens encore dans l'immobilier qui est finalement la fibre que j'ai développée. Ok, superbe. Donc oui, tu as fait au début de l'immobilier d'entreprise, c'est ça ?
Alors au début, non, au début agence immobilière, traditionnelle. Ok. Donc j'ai été conseiller immobilier pendant plusieurs années, avant d'être responsable d'agence, avant de diriger ensuite des agences, tout d'abord à Bois-Colombes et ensuite à Paris dans le 17e, dans un quartier qui était en plein devenir à ce moment-là, Batignolles, rue Ah oui. Brochant, exactement face au marché Brochant. C'était pas le même secteur qu'aujourd'hui. C'était c'est pas le cas aujourd'hui, ouais. beaucoup moins bobo, c'était plus épinette et plus 18e. Ouais, ok. À ce moment-là, on voyait pas beaucoup de poussettes se promener dans les rues. Donc de la location, de la vente au début, et puis ensuite une spécialisation assez rapide sur la vente. T'avais quel âge là, la à ce vente moment-là? immobilière. J'ai commencé, j'avais 24 ans. Ok. Je crois que j'ai dû faire ça entre conseiller et patron d'agent, j'ai dû faire ça 5 ans. Ok. Et puis j'ai voulu arrêter. J'ai voulu arrêter parce que j'avais une vie de famille qui se construisait aussi, que de travailler le samedi, ça posait un certain nombre de contraintes. C'était pas la période du télétravail comme on peut le connaître aujourd'hui. On n'avait pas cette flexibilité, tout n'était pas digitalisé. Surtout en tant qu'agent immobilier où ça se passe beaucoup sur le terrain. Ça se passe beaucoup sur le terrain, mais tout était très différent. Ouais. Aujourd'hui, on prend des photos avec un iPhone. À cette époque-là, on avait un appareil argentique avec une pellicule. Il fallait sortir uniquement les jours où il y avait du soleil, shooter tous ces produits ce jour-là, aller les faire développer. Enfin, voilà, c'était très prenant, très chronophage. J'ai voulu arrêter. Je suis allé donc faire une expérience dans les télécoms pour les acquisitions foncières, les négociations de contrats cadres avec des sociétés d'HLM, avec des particuliers pour implanter des antennes. Ouais. GSM, j'ai fait ça 2 ans. Et puis la bulle, à ce moment-là, ce qu'on a appelé la bulle Internet, mais toute cette bulle technologique a explosé. Le marché a connu un shutdown important. Et là, je me suis demandé ce que j'allais faire. J'ai rencontré par hasard une cliente à qui j'avais vendu une maison quelques années auparavant et qui était elle-même directrice d'un groupe promoteur immobilier, en tout cas de la filiale d'un groupe promoteur immobilier français, et qui m'a dit « Mais Yann, ta fibre, c'est l'immobilier, donc cherche pas ailleurs ». À ce moment-là, je suis retombé dans l'immobilier, je me suis réorienté vers l'immobilier avec quelqu'un que j'avais croisé à plusieurs reprises, Jean-Claude Bertogeau, qui avait fondé un groupe qui s'appelait à l'époque Keops, qui était un broker en immobilier entreprise sur toute l'Île-de-France, et qui avait aussi pour conviction de développer un réseau d'agences immobilières. Il avait 3 agences immobilières en propre, et son concept, sa vision, était de se dire qu'il allait avoir ses clients en semaine, institutionnels qui venaient chercher leur bureau, leurs locaux d'activité dans son réseau, et qui, le samedi, venaient avec femmes et enfants chercher la maison et l'appartement. Et j'ai développé un réseau jusqu'à une centaine d'agences immobilières en franchise. Donc déjà piqué par le double virus de l'immobilier et de la franchise. En combien de temps? De 4 à 100? En 5 ans. Énorme. Oui, il y avait de la place, il n'y avait pas la concurrence accrue qu'on connaît nécessairement aujourd'hui. Et la place dans la franchise, c'est un sujet important d'avoir des zones et des territoires disponibles. Et puis le groupe Keops a été racheté par une grande banque française qui a voulu aller dans l'immobilier. Il possédait à cette époque-là Nexity, par exemple. Donc on parle du groupe Caisse d'Épargne. Et là, je me retrouvais plus nécessairement dans cet environnement et dans ce projet qui était plus institutionnel. Du coup, fin de Keops. Ouais, fin de Keops, et là, toujours dans l'immobilier, je reprends contact avec des interlocuteurs que j'avais rencontrés de nombreuses années avant, et en l'occurrence, quelqu'un qui marque et qui compte beaucoup dans l'immobilier à ce moment-là, qui s'appelle Michel Moubayed. Michel Moubayed a créé un groupe immobilier qui est composé d'un réseau d'administration de biens qui s'appelle Vendôme Rome, puisque une agence rue de Rome, pas très loin d'ici, et puis une agence à Vendôme, donc Vendôme Rome Service Immobilier, un réseau d'administration de biens qui deviendra par la suite Urbania, l'un des premiers réseaux d'administration de biens en France.
Et puis un gros broker en immobilier entreprise aussi qui s'appelle Auguste Thouars à Tisseril. Ok. Et donc je dîne avec Michel Moubayed qui me dit qu'il a beaucoup de projets pour franchiser l'administration de biens, puisque l'administration de biens est un secteur qui se développe essentiellement par croissance externe. On rachète des cabinets et c'est la guerre à ce moment-là avec d'autres enseignes. Il y a Foncia qui est également en pleine croissance. Et Michel Moubayed a une idée qui consiste à se dire, et si on franchisait des cabinets d'administration de biens, ce qui nous permettrait, le jour où les propriétaires souhaitent céder, finalement, d'être aux premières loges et de pouvoir acquérir avant les autres ces cabinets. Donc, banco, on y va. Je réalise un bel audit pendant 12 à 18 mois, je crois, de tout le réseau qui est existant, qui doit avoir 200 agences à ce moment-là. Ça va, hein, 12 à 18 mois pour 200 agences. Ouais, il y a beaucoup de travail, boulot, ouais. Il y a beaucoup de boulot, mais toujours très passionnant. Le projet était très excitant et avait du sens, en tout cas pour moi. Et c'est vrai qu'après ces 12 à 18 mois, je rends mon audit, je rends mon dossier, mes papiers avec un plan d'action. Et là, Michel Moubayed me dit Yann, c'est beaucoup de choses pour aller vers de la franchise et je ne crois pas qu'on va prendre toutes ces décisions-là pour aller vers de la franchise. Il y avait notamment, pourquoi pas un sujet de marque, parce que Urbania est une marque qui était connue par personne, qui n'était pas nécessairement synonyme d'immobilier. Donc il y avait un sujet de branding, il y avait un sujet de système d'information. Urbania avait grandi par de la croissance externe. Donc on avait, je crois, au moins une quinzaine de soft d'administration de biens différents. Donc il fallait essayer de fusionner aussi pour standardiser. Il y avait des méthodes, des process qui n'étaient pas non plus harmonisés. Donc, en tout cas, il y avait pas mal de boulot. Et Michel Moubayed m'a dit, bon, là on ne va pas y aller, c'est trop conséquent. Et en revanche, il m'a dit, mais dans le groupe, en revanche, on a un truc et on pourrait te le confier. On a bien travaillé ensemble pendant 12 à 18 mois. Et cette boîte, ça s'appelle La Forêt. Ça commence. Voilà. Ouais. Ça commence, donc c'était il y a 16 ans de ça, en arrière. Alors au début, je marque un peu de recul par rapport à la franchise, parce que j'avais déjà fait de la franchise par le passé chez Keops. Je sais que c'est très chronophage, il y a un intuitu personné qui est très fort. On a un lien avec des chefs d'entreprise, des femmes et des hommes qui sont en demande, qui veulent que ça aille vite, qui veulent qu'on réponde chacune à leurs besoins, à leurs attentes. Alors justement, excuse-moi, je te coupe. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne le savent pas ce qu'est une franchise ? Oui, absolument. Alors, une franchise, en fait, c'est un contrat par lequel une entreprise qui possède une marque, essentiellement, mais pas que, qui s'appelle le franchiseur, va louer, entre guillemets, sa marque, en assurer la reconnaissance le plus largement possible par le grand public, la notoriété. Elle va louer également une méthodologie, un savoir-faire, donc une manière d'exercer un métier qui lui est particulière. Et elle va également offrir un accompagnement au quotidien à celles et ceux qui vont créer ou convertir leur agence immobilière sous l'enseigne La Forêt. Donc la franchise, c'est ces trois éléments. C'est une marque connue, reconnue. C'est une méthode, ce qu'on appelle le savoir-faire, qui est formalisé. Et puis, c'est un accompagnement au quotidien. Ok, superbe. Et donc la location par le franchisé, c'est un droit d'entrée, souvent, et une redevance annuelle. C'est ça, sur le chiffre d'affaires ? Pour accéder à un réseau, il faut qu'il y ait un droit d'entrée, en effet, pour accéder à ce réseau, pour payer notamment toute sa formation initiale. Parce que si on prend le cas d'un créateur d'agence immobilière, il va avoir une formation initiale qui dure 7 semaines chez nous. On va l'accompagner pour créer les statuts de son entreprise. On va l'accompagner dans les démarches pour une carte pro, une garantie FI, une RCP. On va l'accompagner pour monter un business plan. On va l'accompagner pour rechercher des locaux. On va l'accompagner pour déposer ses demandes d'enseigne auprès des services de l'urbanisme, parfois des architectes des bâtiments de France. On va l'accompagner pour équiper son agence en hardware, en software, en mobilier. On va l'accompagner pour recruter. On va l'accompagner pour
travailler son secteur, en tout cas déjà le découper en îlots. On va l'accompagner avec le setup de toute sa partie logicielle. Et ça, c'est ce qui est couvert par le droit d'entrée, y compris évidemment l'étude de marché dans la ville sur laquelle il souhaite s'implanter, ou on veut en tout cas qu'il s'implante. Ça dépend de la puissance de la franchise. Donc ça, c'est le droit d'entrée. Et puis ensuite, une fois que l'agent immobilier est ouvert, il verse des redevances. Alors, il y a 2 types de redevances. Il y a une redevance d'exploitation, donc 6% de son chiffre d'affaires, avec des plafonds, avec des paliers qui sont là destinés aux franchiseurs, donc en l'occurrence La Forêt France, donc pour qu'on développe nos services, pour qu'on paye nos collaborateurs, pour qu'on paye nos services. Et puis une sorte de cagnotte publicitaire qui s'appelle chez nous le FCP, le Fonds commun publicitaire, 2%, qui est en effet une cagnotte mutualisée qui permet à la marque de faire des campagnes de spot TV, de faire des campagnes d'affichage, de faire des campagnes radio, pour assurer également la promotion de la marque et la faire plus connaître. Donc c'est extrêmement régulé, la franchise est régulée, il y a une loi qui régule la franchise qui s'appelle la loi Doubin, et il y a un contrat avec des obligations réciproques pour le franchiseur, donc celui qui est propriétaire de la marque et du réseau, entre guillemets, et pour le franchisé. Hyper intéressant. Je pense qu'il y en a plein qui ne savaient pas justement ce que ça coûtait pour être franchisé chez La Forêt. Vous avez été élu meilleur groupement de franchise immobilière 2025. Oui, ça fait top 3 sur les dernières années à chaque fois. Ça fait 6 années consécutives qu'on est meilleure franchise immobilière. Ça fait 6 années consécutives qu'on est dans le classement capital des meilleurs employeurs de France en immobilier. Et puis, ça fait 15 ans, on mesure tous les ans notre notoriété, notre image, ça fait 15 ans qu'on est également numéro 1 de la confiance dans les sondages qu'on confie à l'IFOP. Donc, plutôt content finalement de ces résultats du travail conjoint du franchiseur, donc du siège, et des agences sur le terrain, et des collaborateurs et des collaboratrices sur le terrain. Bon, vous n'êtes pas seul franchiseur en immobilier. Qu'est-ce qui fait cette différence du coup? Comment on est top 1 franchiseur en immobilier en France sur un marché qui est hyper concurrentiel? Comment ça, on n'est pas seul franchiseur en France? Non, bien entendu. Alors, on a toutes et tous, les franchiseurs solides, sérieux, on a toutes et tous des aspérités différentes. Ce qui fait la différence, c'est justement l'ADN de la marque, sa vision stratégique, sa manière de prendre, en tout cas, ou sa volonté d'aller prendre des parts de marché. Donc, certains vont vouloir insister sur les outils, certains vont vouloir insister sur la formation, certains vont vouloir insister sur le digital, certains vont vouloir insister sur la diversification métier. Donc, nous, notre particularité, en bientôt 34 ans, c'est d'être, je crois, et je le dis vraiment avec beaucoup d'humilité, la franchise immobilière française qui convient le plus aux Français et qui diffuse une image de sérieux, d'empathie et de convivialité. Donc on s'y attache tous les jours, on s'attache tous les jours autour de nos valeurs. On a 3 valeurs qui, depuis le début, drive nos actions. L'engagement, l'efficacité et la convivialité. Donc on essaye de diffuser toutes ces 3 valeurs à nos franchisés, à leurs collaborateurs, à leurs collaboratrices, et de leur permettre de les traduire concrètement Ce que j'allais vous dire, comment ça se retranscrit dans le quotidien des agents, dans le quotidien des directeurs d'agence? Alors l'engagement, on l'imagine assez facilement avec des plans d'action. On n'a pas attendu que la loi Allure nous oblige à avoir un plan d'action en contrepartie d'un mandat exclusif. Ça fait 30 ans qu'on a un plan d'engagement sur le mandat exclusif La Forêt, donc bien avant que la loi ne nous l'impose. Donc un engagement et une transparence dans nos actions vis-à-vis des clients. C'est plus simple à transmettre, dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. C'est ça l'engagement. L'efficacité, le but du jeu, quand on nous confie un projet, on nous demande de transformer ce projet. Donc la notion d'efficacité, elle est clé. Oui, on fait du commerce, on est des commerçants, on a pignon sur rue, et on a des clients qui nous mandatent pour réaliser quelque chose. Donc l'efficacité,
C'est quelque chose qui drive notre quotidien, qui est mesuré partout. On a évidemment des indicateurs partout, on a un système d'information partout qui va mesurer des avis clients, au délai de transformation, au taux de transformation. Le plus difficile peut-être à voir, c'est la convivialité. Parce que pour tout le monde, la convivialité, on se dit, bon, bah, c'est boire un coup le soir et trinquer parce qu'on a passé une bonne journée. Mais ça va plus loin que ça. Ça veut dire que la convivialité, on incite chaque agence et chaque collaborateur à s'impliquer localement, à être ancré localement, à organiser en effet l'anniversaire de l'agence en invitant tous les commerçants, l'association des commerçants, en invitant les clients, en invitant les prospects, en étant partie prenante dans des associations sportives où on va donner aussi du temps et où on va passer de la bonne humeur avec le local. Donc là encore, on a tout un guide d'actions gagnantes pour faire vivre ces valeurs et les mesurer au quotidien. C'est le plus des agences traditionnelles aussi, vraiment pignon sur rue, comme il y en a encore énormément. C'est ce côté aussi familial et à proximité des habitants du quartier dans lesquels on est situé. Et donc vous les faites vivre au quotidien avec des petits verres, des petits cocktails, des petits anniversaires d'agence, etc. Où vous invitez vos clients du coup dans les agences immobilières? Bien sûr, c'est le rôle de l'agence immobilière de s'intégrer dans son tissu local. Bon, la valeur ajoutée, il y en a évidemment plein d'autres. La connaissance d'un marché. Quand on est implanté sur un marché, qu'on a une agence physique sur un marché, qu'on travaille tous les jours avec le notaire, avec les banquiers, avec les services publics de sa ville, avec le service de l'urbanisme, c'est aussi et beaucoup ce qui fait la valeur ajoutée d'une agence immobilière qui sont qualifiées de traditionnelles, mais pour moi qui sont des agences immobilières. Il n'y a pas les traditionnelles et les non traditionnelles. Depuis l'arrivée de ces néo entre guillemets agences, voilà, on a qualifié ça traditionnel. Nous on prétend être capable de mieux accompagner nos clients en leur parlant de la ville dans laquelle ils vont habiter. On est capable de leur dire si le club de judo est bien ou est pas bien. On est capable de leur dire ce que va être le projet immobilier qui se situe à un pâté de maison de leur future maison ou de leur futur appartement. On est capable de leur dire que s'ils veulent acheter des petits pots ou des couches, eh bien, il y a un magasin 2 rues derrière qui ferme à 21h. On est capable de leur conseiller un notaire parce qu'on le connaît. On est capable d'aller à l'urbanisme parce qu'on les connaît. Donc il y a toute la vie locale qui est une valeur ajoutée extrêmement forte. La connaissance de la ville, la connaissance de la cité, c'est une valeur ajoutée extrêmement forte des agences immobilières en France. Et qui est essentielle pour moi. Oui, qui est essentiel. On ne peut pas robotiser ce métier. Enfin, pour moi, ce métier est inrobotisable de toute façon. Alors, quand tout va bien, on peut automatiser beaucoup de choses quand tout va bien. Mais c'est du plus. La problématique, c'est quand on se retrouve à un moment où la signature chez le notaire, par exemple, est décalée d'une semaine. Là, c'est quand même vachement bien pour un consommateur de pouvoir pousser la porte de son agence, d'arriver en disant c'est catastrophique, j'ai calé mon déménagement, j'ai la rentrée scolaire de mes enfants, d'asseoir le client, de lui offrir un café, de le faire baisser un peu en température, de lui expliquer comment on va faire, de lui expliquer pourquoi, d'appeler le notaire en direct. La proximité, on n'a pas une machine face à nous, on a des femmes et des hommes qui habitent dans la ville, qui vivent dans la ville et qui sont capables de vous répondre. On voit qu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir des hotlines téléphoniques qui sont parfois à l'autre bout du monde quand elles répondent, qui appliquent une procédure souvent bête et discipliné, alors que votre problème, il est très particulier. Ok, superbe. Alors, j'ai appris ça pendant mes révisions. Je pense qu'il y en a plein pareil qui ne le savent pas. Pourquoi le nom Laforêt? Alors, il n'y a pas de Monsieur Laforêt ou il n'y a pas de Madame Laforêt. Je l'ai cherché pourtant. L'histoire de la franchise Laforêt, en fait, la franchise, elle commence en 1991. Le réseau de franchise est lancé en 1991. Mais il y a 10 ans d'histoire en amont. En fait, le réseau Laforêt, il commence réellement en 1981, 10 ans auparavant, avec la création d'une première agence sur la route de la forêt de Montmorency, dans le Val d'Oise. Donc, c'est l'agence de la forêt. Et puis, au fil des années, cette agence se duplique. Il y en a une deuxième, il y en a une troisième, il y en a une quatrième. Et le savoir-faire se formalise et la forêt se rend compte qu'il y a peut-être une place à jouer et qu'on peut dupliquer encore ce modèle. Et donc en 1991, c'est la marque Laforêt, tout attachée, qui déboule sur le marché un peu comme un ovni, en revendiquant également très fort ses racines et son ADN franco-français. Et on en est
hyper fiers. On est une boîte française, on est un réseau français, alors on en parlera peut-être, on est présent au Luxembourg, on a des velléités de développement international aussi, mais on est avant tout une boîte française qui fait vivre un écosystème français, qui travaille avec une majorité de prestataires français, qui fait fabriquer ses meubles en France, qui fait de la reforestation en France. Avec la Fondation La Forêt. Exactement, on est très 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 attaché à notre pays, on en est même très fiers. Hyper intéressant, du coup. Est-ce que tu peux nous redonner les chiffres rapidement de La Forêt, du groupe La Forêt? L'année dernière, 2024, 21 000 ventes, 26 000 locations, 70 000 logements gérés en gestion locative, 30 000 lots en syndic de copro, 4 800 professionnels, 720 agences, j'ai à peu près fait le tour, et 34 ans d'existence, voilà. Superbe. Là, c'est quoi les objectifs en termes de recrutement? J'ai vu qu'il y avait une grosse campagne en termes de recrutement qui tournait. Ouais, 1000 agents. Il y a deux objectifs. Il y a un objectif de couverture de la France en franchise. On a 720 points de vente et nos outils de géomarketing nous amènent à un potentiel de 1000 points de vente. 1000. Donc on a quand même encore une marge de progression conséquente pour mailler tout le territoire français. Et puis c'est le développement de tous les métiers, continuer à se développer avec un objectif, un cap, en tout cas chez nous, c'est d'arriver à un équilibre de chiffre d'affaires, parfait équilibre 50-50 entre la vente d'un côté et de l'autre côté les métiers de la location et l'administration de biens. C'est notre modèle. Donc on a déjà ancré 25% du réseau dans ce modèle. Il y a 25% qui est également sur le point d'y parvenir et il nous reste 50% à amener dans ce modèle. Et donc évidemment, ça veut dire du recrutement sur les métiers où on est moins puissant, sur le syndic, sur la gestion locative, sur la loc, sur du management d'agence, sur des franchisés. Donc on a des ambitions et des besoins assez forts en France, absolument. En recrutement, et donc du coup, si l'idée c'est de faire monter le chiffre d'affaires sur la partie administrateur de biens, gestion, location, etc., il y a du rachat, on en parlait aussi, rachat externe. Il y a de la croissance externe. Chaque année, nos franchisés rachètent globalement entre 2000 et 5 000 lots. On est extrêmement sollicité. On a été très sollicité sur les dernières années 2023-2024 où beaucoup ont pris peur et ont vendu les bijoux de famille. On était ravis de pouvoir les acheter pour nos agences. Et puis, il y a de la croissance également interne. C'est ce qui fait la force des agents immobiliers de proximité présents sur le terrain, de solliciter leurs investisseurs, l'investissement locatif et de transformer derrière avec le mandat de location et le mandat de gestion locative. Je reviens juste sur les franchises très rapidement. On parlait de l'objectif d'évoluer en nombre de franchises et donc aussi en nombre d'agents en parallèle. Comment vous choisissez vos franchisés? Sur quels critères? Alors, si on rentre côté cuisine, on a 2000 à 2500 candidats par an, chaque année, qui nous contactent pour nous dire « j'ai un projet » de création ou de rachat d'agences immobilières. Et quand on qualifie finalement ces leads entrants, on arrive à, dans les grandes lignes, 500 projets qui tiennent la route. Il y a déjà un premier sujet, c'est de ne pas se faire une fausse idée sur le métier d'agent immobilier et de patron d'agence immobilière. C'est pas nécessairement comme à la télé. Il suffit pas de tutoyer ses clients et d'être habillé streetwear pour faire du chiffre d'affaires. C'est un métier. Nous, on respecte tous les métiers. C'est un métier comme un cuisinier, comme un mécanicien, comme un coiffeur. Il y a un savoir-faire, il y a des moments difficiles, il y a des moments un peu plus simples. Donc, pas se planter un faux décor sur le métier d'agent immobilier en croyant qu'il suffit d'être assis dans son fauteuil, qu'on a toute la journée des vendeurs qui viennent nous apporter des mandats exclusifs sur un plateau et des acquéreurs qui passent 5 minutes après pour nous acheter et nous faire des offres au prix et qu'avec ça, on va pouvoir s'enrichir parce que c'est un peu l'image qui colle au métier. Donc le premier sujet, c'est ça. Les démotiver un petit peu, faire un planter un réel décor. C'est un métier, c'est un boulot. Et il faut l'apprendre, ce métier. Et ensuite, pour créer une entreprise, c'est le deuxième filtre. Il faut de l'argent. Un projet d'agence immobilière, ça va coûter avec un peu de trésor, ça va coûter entre 150 et 250 000 euros, à peu près partout en France. Il y a une notion de droit au bail qui vont faire que le projet est plus ou moins cher. Mais en tout cas, en dessous de 150 000 euros, c'est très difficile de se lancer dans une agence immobilière. Donc celui qui n'a pas l'apport,
globalement, c'est au moins un tiers de cette somme. Déjà, il aura beaucoup de mal à se faire financer. Donc, c'est le deuxième filtre. Le troisième filtre, c'est d'expliquer ce qu'est la franchise. Ouais. On est propriétaire d'une marque, donc on doit faire en sorte que cette marque ait une belle image, qu'elle soit respectée. Donc, il y a des obligations dans la franchise. Il y a des engagements vis-à-vis des consommateurs, des engagements nationaux également qu'il va falloir respecter. Donc, il faut bien comprendre que le modèle de la franchise, c'est un accélérateur parce qu'on a développé, nous, une méthode qui permet d'aller plus vite en dupliquant cette méthode, d'aller vers le succès. La contrepartie, c'est qu'il faut bien comprendre que dans la franchise, cette méthode, on veut qu'elle soit appliquée dans tous les items. Et puis ensuite, il y a évidemment tous les sujets, mais même si on a des solutions, les sujets d'accès à la profession. C'est une profession réglementée, comme tu sais, donc que ce soit pour les cartes T, G et S, il y a des diplômes obligatoires ou de l'expérience pour accéder à la carte. Mais là, on a des solutions. On a des solutions de formation, notamment ce qu'on appelle le passeport entrepreneur, qui permet à des franchisés qui ont juste le bac, en quelques mois, d'être diplômés d'une belle école de commerce qui s'appelle Audencia, école de commerce de Nantes, et d'avoir un bac+4 qui leur permet d'avoir toutes les cartes T, G et S. Ok, oui, donc vous accompagnez vraiment de A à Z sur la totalité. On essaye. Et sur les points de vente, ça vous arrive d'acheter les murs commerciaux aussi, un peu à la McDonald's ou pas du tout? Alors nous, non. Mais en tout cas, dans le projet entrepreneurial qu'on propose à nos franchisés, il est assez simple. On vise qu'ils exercent tous les métiers. On l'a évoqué tout à l'heure. D'ailleurs, contractuellement, ils doivent en exercer au moins 2. C'est une obligation contractuelle. On les pousse évidemment à devenir propriétaires d'un portefeuille de gestion locative de 5 de copropriété créé, développé en croissance externe, peu importe le modèle et selon leurs possibilités. Et évidemment, on les engage à acheter leur mur le plus tôt possible parce que le temps passe très très vite. Et on se rend compte qu'au bout de 10 ans, on a été locataire pendant 10 ans, qu'on n'a pas créé de foncier. On les accompagne vraiment dans les stratégies d'entreprise. On peut avoir des agences immobilières qui soient des vaches à lait et puis dans un même groupe, une agence immobilière qui soit juste à la rentabilité, mais qui va permettre au chef d'entreprise de se créer du foncier parce que sur ce point de vente-là, il sera propriétaire des murs. Parce qu'il faut l'admettre, quand on a une seule implantation, c'est pas toujours possible d'être propriétaire de ces murs parce qu'il faut qu'on soit bien implanté. C'est une règle toujours dans le commerce. Et très souvent, les bons emplacements, on les propose uniquement à la location. Donc, c'est parfois très difficile. Mais quand on va ouvrir d'autres agences, on peut devenir propriétaire. On peut même faire construire. On a des franchisés qui construisent, qui font construire leurs locaux avec d'autres cellules commerciales. C'est surtout qu'il faut être finançable aussi. Parce que si c'est un démarrage d'entreprise, il faut que la banque aussi entende le projet et finance, à part si la personne a du coup du bagou derrière. Non, le bagou et la tchatch, ça marche. Ça suffit encore? Ça marche pas. Non. Ah oui, c'est ça, ça suffit pas. Ça marche pas. Mais ça, c'est des choses qu'on voit aussi dès le lancement du projet, sur le business plan, sur la transparence des informations que nous donne le candidat à la franchise également, sur son patrimoine, sur sa capacité à financer, sur son épargne. Et puis ça se construit. Ah bah oui, si dès le début on n'est pas en pleine transparence, bien sûr, on va pas pouvoir avancer ensemble et collaborer ensemble. Donc on est entre une relation client-fournisseur et presque un contrat de mariage. Donc il faut qu'on arrive à s'entendre, à avoir la même vision, à partager cette vision et à avancer ensemble. Sinon, c'est pas un modèle dans lequel il faut s'inscrire. Je rebondis sur on parlait de la gestion locative. Du coup, le portefeuille leur appartient aux franchisés et vous prenez la redevance également sur le portefeuille. Exactement. Ok. Bon, avec 4800 collaborateurs, c'est ça. C'est quoi un bon agent immobilier? La question qui... Comment on le définit? La question qui tue. Alors, si on se met déjà au niveau du franchisé, c'est-à-dire le propriétaire de l'agence et le patron de l'agence, c'est avant tout un entrepreneur. C'est pas un agent immobilier. C'est un entrepreneur. Il va apprendre à faire l'immobilier quand il ne sait pas le faire. Pendant 2 ans, il va apprendre à faire de la prospection. Il va apprendre à prendre des mandats exclusifs qui s'appellent Favorise chez nous. Il va apprendre à négocier. Il va apprendre à rédiger des actes. Il va apprendre à faire signer des actes. Il va apprendre à travailler avec l'urbanisme, avec les notaires, avec tout son écosystème.
Ça a une période d'apprentissage qui est de 2 ans. D'ailleurs, chez nous, en tout cas, un franchisé qui entre ne pourra pas ouvrir une deuxième agence avant 2 ans d'exercice. D'accord, Ça fait minimum partie 2 ans. Minimum 2 ans, parce qu'on va regarder sur 2 ans, tout simplement le sonnant et le trébuchant. Même avec les 2 dernières années? Oui. Ouais, ok. Même avec les 2 dernières années. Vous n'avez pas rallongé un peu le... Non, on a eu de très belles performances aussi les 2 dernières années. Parce que sur les 2 dernières années, on parle de la vente, mais sur la location, on a eu des croissances à 2 chiffres, sur la gestion à 2 chiffres et sur la copro à 2 chiffres. Donc on a des agences quand même qui ont très très bien performé et qui ont pris des parts de marché sur les autres métiers. Donc le franchisé, ça doit être un chef d'entreprise qui a une vision patrimoniale, qui doit se constituer en effet un patrimoine par des portefeuilles d'administration de biens, par la propriété de murs, qui doit être là en conquête de parts de marché. Et son rôle à lui, in fine, au bout de 2 ans, 3 ans, c'est plus du tout de faire de l'immobilier, c'est de réseauter, c'est d'être adhérent dans les syndicats, c'est d'être adhérent dans les cercles d'influence de sa ville également. Par exemple. Ensuite, si on descend au niveau du conseiller immobilier, de celui qui est sur le terrain, c'est quoi un bon conseiller immobilier? Je crois que la première chose, c'est quelqu'un qui aime les gens. Il faut aimer la relation humaine parce que on est déversé dans la relation humaine. On est au cœur de la vie de nos clients. Donc évidemment, émotionnellement, il y a des hauts, il y a des bas. On traverse une partie des émotions de nos clients. Donc il faut aimer ça et il faut ce goût. Et à côté de ça, il faut une extrême rigueur. Voilà. Nous, les plus gros échecs, et en creux, c'est quoi un mauvais agent immobilier? Un mauvais agent immobilier, c'est celui qui croit qu'il a du talent. Ouais. Voilà. On a évidemment beaucoup de collaboratrices, de collaborateurs qui ont du talent, mais aller chercher la performance, aller chercher la surperformance, c'est du travail. On fait beaucoup de parallèles avec le sport. On parle souvent de tennis aussi. Les meilleurs joueurs mondiaux, depuis l'âge de 5 ans, de 6 ans, tous les matins, ils tapent 300 coups droits, 300 revers, 300 services, 300 volets. Ils s'entraînent 90% du temps pour être en compétition 10% du temps. Et nous, dans notre métier, en agence immobilière, on voit beaucoup qui sont en compétition 100% du temps sans jamais s'entraîner. Donc c'est difficile d'acquérir des réflexes, c'est difficile d'acquérir du foncier, du travail de fond. Derrière le savoir, donc la compétence technique, le savoir-faire, savoir assembler les différentes briques, travailler avec un notaire, avec un service de l'urbanisme, il y a une dominante maintenant qui compte pour 50%, qui est le savoir-être. Ouais. Extrêmement important. On en parlait tout à l'heure et qui se perd un peu. On blaguait. Ouais. on blaguait avec le dress code, mais quand vous allez prendre à ce client in fine, parce que vous allez réussir ce projet, un niveau d'honoraire qui est quand même conséquent. Il attend aussi une présentation, il attend un bonjour monsieur, il attend un bonjour madame, il attend qu'on réponde au téléphone, il attend qu'on lui offre un café, il attend du feedback, il attend du professionnalisme, il attend qu'on lui dise « je ne sais pas répondre à cette question, mais je vous rappelle, sous 24 heures, sous 48 heures, sous 3 heures, pour vous apporter la réponse. » Donc le savoir-être est essentiel et malheureusement, c'est ce qui fait encore de manière globale défaut à notre profession parce qu'on a tendance à pas vraiment suivre dans la profession les clients, qu'ils soient vendeurs ou acquéreurs, l'image de je vais vous rappeler, on sait qu'aujourd'hui ça continue à coller à notre profession. Mais ça, typiquement, c'est un truc, bon moi je m'en suis rendu compte par exemple quand j'ai acheté mon appartement, malheureusement je n'ai pas acheté avec Dolly, mais quand j'ai acheté mon premier appartement, la disponibilité et la réactivité, mais rien que savoir écrire un SMS correctement, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Donc déjà rien que si on fait bien son travail, qu'il y a un savoir-être, qu'on est rigoureux, organisé, qu'on s'exprime bien, qu'on parle bien, qu'on est disponible, qu'on est réactif, on fait déjà, après bien entendu il y a de la formation, il y a tout ça, mais on fait déjà un gros boulot. On fait un gros boulot, mais aujourd'hui un conseiller en agence, il est hyper sollicité. Ce qu'on a du mal à voir, parfois il faut prendre du recul aussi, c'est qu'aujourd'hui la communication, elle n'est plus uniquement en face à face. Ouais. Elle n'est plus uniquement au téléphone. Elle est sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Et elle est sur tous les réseaux de communication. WhatsApp, par exemple, où le SMS a pris une part extrêmement importante dans la relation commerciale. Et si on ne forme pas à WhatsApp, on se retrouve très, très rapidement avec des clients, vendeurs ou acquéreurs, qui vont solliciter nos équipes à 23h30 et des collaborateurs et des collaboratrices qui vont leur répondre à minuit et demi. Ouais. Ça, il faut l'encadrer. Et puis, comment on répond, comment on communique, quelles sont les formules de politesse. La photo de profil aussi. Comment on tutoie, comment on écrit. Ouais. Hein.
le fameux t'inquiète au client qui est délivré. Ouais, mais ça, il faut l'encadrer. C'est justement ce qu'on fait évoluer régulièrement, l'accompagnement, la formation sur le savoir-être, qui est aujourd'hui un sujet vraiment décisif. C'est ça, avec la génération Z, comme il appelle, c'est de plus en plus compliqué. C'est difficile, ils sont très sollicités. Ouais. Ils sont très sollicités par tous les canaux, c'est très pratique et les clients, les consommateurs attendent une réponse immédiate. On est toutes et tous dans l'immédiateté. Est-ce que vous avez la taxe foncière? Est-ce que, à votre avis, je peux faire tomber tel mur? Est-ce que tout ça, ça se fait rapidement? Ça se fait par SMS, ça se fait par WhatsApp? Est-ce que vous pensez qu'on peut décaler la date de signature, l'avancer, la reculer? Est-ce que ça vous dérange si je fais une visite avec un électricien? Est-ce que c'est très rapide? Mais ça, il faut apprendre à le gérer. Donc, on forme, on a des cursus de formation dédiés justement à ce multicanal entre nos conseillers et leurs clients. Du coup, vous avez pas mal de jeunes conseillers immobiliers. On le voit aujourd'hui, il y a un phénomène où les gens restent beaucoup moins longtemps dans les entreprises. Ils ont toujours envie de bouger. Alors en plus, avec les réseaux sociaux, forcément, ça n'aide pas. Avec tous les vendeurs de formation qui habitent à Bali. Est-ce que du coup, il y a un turnover qui augmente chez vous? Il y a un turnover conséquent sur les 2 premières années. Ouais, ok. Comme je l'évoquais à l'instant, c'est un métier. Ouais, c'est celui où on se rend compte que et apprendre à devenir cuisinier, on ne devient pas cuisinier en 3 mois. Ouais. Donc, on ne devient pas conseiller immobilier non plus en 3 mois. Donc, le turnover, il se passe sur les 2 premières années. Il était chez nous il y a quelques années à 31%. Okay. On avait un objectif de descendre à 20%. Ouais. On n'a pas réussi à le faire. On est autour de 24% de turnover sur les 2 premières années. Ouais. Passer les 2 premières années, c'est la performance qui arrive. On commence à bien maîtriser son savoir-faire, son environnement. Et là, le turnover est beaucoup, beaucoup plus faible. Le sujet, c'est d'offrir des perspectives ce que j'allais dire. à des consultants immobiliers, des conseillers immobiliers qui pensent qu'ils sont parfois arrivés au bout d'un cycle. Et ce n'est pas parce que nécessairement on a été un bon commercial qu'on est un bon manager. Il faut encore apprendre un nouveau métier. Qui pensent parfois qu'ils peuvent devenir également patrons. Ils ont l'impression que c'est aussi facile. Donc là aussi, on a des parcours de formation pour devenir franchisé, des parcours pour associer avec leur patron actuel, des parcours d'essaimage. Passer les 2 ans, c'est le plus facile. On a des collaborateurs, des collaboratrices qui sont formés, qui sont performants, qui sont contents, qui réalisent tout ce qu'on leur apporte. Donc c'est beaucoup plus facile de les emmener vers la trajectoire qu'ils visent. Tu as un pourcentage entre les personnes, donc les conseillers immobiliers qui deviennent franchisés chez vous, qui deviennent par la suite franchisés chez vous, ou des personnes externes qui deviennent franchisés chez vous? L'histoire de la forêt, initialement la forêt en 1991, c'est un réseau de franchise dédié aux cadres en reconversion, donc aux néophytes qui n'ont jamais fait d'immobilier. C'est aussi pour ça que beaucoup d'acteurs en place nous voient arriver comme un ovni en disant eux ils réussiront pas, de toute façon ils vont dans le mur, on va pas prendre quelqu'un qui a jamais fait d'immobilier pour lui apprendre à faire de l'immobilier. Il y a toujours une résistance aux nouveaux entrants et aux nouveaux modèles, y compris aujourd'hui. Au fil du temps, on est arrivé aujourd'hui à un équilibre qui est même en faveur des professionnels de l'immobilier. On a dans notre réseau chaque année un nouveau franchisé qui nous rejoignent, c'est un peu plus de 60%. Ce sont des professionnels de l'immobilier. Donc, soit des professionnels de chez nous, qui peuvent être des franchisés, qui ouvrent de nouvelles agences, soit des collaborateurs de chez nous, qui deviennent franchisés, soit des agents immobiliers indépendants, qui convertissent leur enseigne à la marque La Forêt, et de plus en plus aujourd'hui, d'agents co, de plus en plus qui se disent j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de me créer un patrimoine. Et puis une autre génération aussi qui pointe son nez depuis quelques années, qui sont les jeunes diplômés qui sortent de l'école et qui créent une boîte directement à 20 ans, à 22 ans, à 23 ans. On en a également de plus en plus qui se disent je veux transformer, je veux créer ma boîte tout de suite. C'est de plus en plus tôt ça. Ouais. Avant, on les voyait un peu plus tardivement arriver, mais maintenant on a cette génération. Et notre enjeu à nous, c'est justement de faire vivre dans une même communauté des chefs d'entreprise qui ont 22 ans, des chefs d'entreprise qui en ont 60, des chefs d'entreprise qui font de l'immobilier depuis 1 an, des chefs d'entreprise qui font de l'immobilier depuis 30 ans. Et notre enjeu, c'est d'adresser toutes les préoccupations, tous les sujets et de répondre à toutes les questions. Et c'est ça le tour de force et la magie du quotidien. Ouais. Il y a un gros côté psychologique, moi je le dis à chaque fois, mais de toute façon quand on est dans de l'humain, de la gestion d'humain,
le côté psychologique. Vous n'avez pas une cellule encore psychologique en interne au siège? C'est nous la cellule psychologique. Oui, il y a une relation qui est extrêmement forte. Ouais. Un réseau comme le nôtre est très structuré. On a des réunions régionales, on a des réunions de zone, on a des groupements d'agences qui interviennent sur un territoire commun qu'on appelle des GIC. On a des clubs pour les meilleurs, le club premier, le club master pour les 30 qui suivent. On a des élites, on a des excellences, on a des remises de prix. Donc il y a évidemment des rendez-vous et des rencontres quotidiennes au sein du réseau de la forêt. C'est de l'humain et c'est ce qui cimente justement notre relation. Et nous, c'est ce qui nous donne un feedback de ce qui ne va pas dans notre méthodologie aussi, de ce qu'il faut adapter, de ce qui fonctionne. Donc c'est ce qui nous permet d'avancer tous ensemble. Il y a une vraie collaboration dans le réseau de la forêt. Et beaucoup plus vite en plus, parce qu'il y a un effet boule de neige, c'est-à-dire que quand on est 5 dans une agence immobilière pour évoluer, il y a 5 idées, mais quand on est 4800, j'imagine qu'il doit y avoir des idées qui fusent dans tous les sens, des gens qui participent, qui veulent... Alors oui, c'est très participatif, c'est très structuré. On a des commissions, on va avoir une commission juridique, on a une commission vente, on a une commission question, on a une commission syndic, on a une commission marketing, on a une commission digitale. Et ces commissions, on les constitue de manière extrêmement structurée pour représenter déjà toute la France, parce qu'il y a des marchés très différents. Il y a des endroits où pour 50 000 euros on achète un immeuble et des endroits pour 50 000 euros on n'achète pas un parking. Donc il faut déjà que ces réalités soient représentées. Et là encore, on a des franchisés monopoints de vente, on a des franchisés multipoints de vente, on a des hommes, on a des femmes, on a des très jeunes, on a des moins jeunes, et on met tout le monde autour de la table pour justement essayer de trouver un consensus et d'emmener tout le monde vers la même vision, vers le bon outil qui va répondre à toutes et à tous. Ok, super. En tout cas, on sent la passion quand tu parles, c'est hyper inspirant. Ah oui. J'ai vu aussi que vous pensiez développer, ou vous allez développer, une branche un peu plus luxe, c'est ça? Enfin, que vous étiez en réflexion là-dessus? Alors, on est plus qu'en réflexion. Alors, nous, aujourd'hui, la forêt est un réseau mainstream qui adresse essentiellement les biens de 0 à 1 million d'euros. Alors évidemment, si tu vas voir sur notre site web, tu vas voir qu'on a des biens à 5, 10 millions d'euros, mais ce n'est pas là qu'on est nécessairement le plus performant. En revanche, il y a un marché qui se situe entre le marché classique et le marché du luxe qu'on n'adresse pas et sur lequel on a la place, qui va concerner par exemple les propriétés à partir de 600 700 000 euros en environnement rural. Une grande maison avec des box pour les chevaux, un cours de tennis à 700 000 euros en périphérie d'Orléans. Par exemple, c'est un marché qu'on n'adresse pas. Des appartements dans les métropoles sur des budgets un peu plus conséquents, c'est la même chose. Donc on va lancer, on est en train de travailler sur les premières agences. Il y a 2 premières agences qui vont ouvrir cet été. On va lancer un réseau d'une déclinaison de la marque La Forêt, un réseau d'une 40aine d'agences sur des spots qui justifient en effet qu'on aille travailler ce segment de marché. J'aimerais bien qu'on parle de la journée type dans la peau d'un Yann Jeannot et de l'équilibre vie perso du coup, parce que tu dois beaucoup travailler. La journée type, j'aimerais bien qu'on en parle aussi parce qu'il n'y en a pas. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. J'ai un sanctuaire depuis 17 ans, je pense. Tous les lundis matins, je commence la semaine en travaillant dans mon bureau personnel à mon domicile. Voilà. Je structure et je prépare ma semaine depuis 17 ans comme ça. Je prépare mes rendez-vous, je prépare mes réunions. Et si je ne le fais pas parce que j'ai des obligations le lundi, ma semaine est plus pénible. Je l'ai pas bien préparée. Ensuite, la journée type, il n'y en a absolument aucune. Ma journée d'hier, par exemple, c'est le petit déjeuner avec le patron d'un syndicat immobilier. C'est ensuite une réunion sur des projets de développement du réseau, donc de nouvelles agences. C'est un déjeuner avec un franchisé qui a des sujets d'association avec ses collaborateurs. Et c'est 2 réunions l'après-midi, une sur une évolution technologique suite au hackathon qu'on a mené chez nous il y a quelques mois, et une autre justement sur la Fondation La Forêt et les projets qu'on va mener dans les mois suivants. Donc toutes les journées sont différentes et variées, et c'est ce qui est sympa. Donc tu commences pas par un bain de glace à 6h du matin, ça c'est pas ton... Non, j'en suis pas là, pas encore. Et ça va, les journées finissent pas trop tard, du coup? Ça dépend, j'imagine? Non, je me mets Alors oui, il y a évidemment beaucoup de sollicitations pour des événements le soir, mais les journées professionnelles comme les week-ends, je les préserve. Donc ma journée, je fais en sorte maintenant qu'elle soit finie vers 19h, 19h30 maximum.
quand je n'ai pas de dîner ou d'événement le soir. Et je mets un point d'honneur à ne pas travailler le week-end. Voilà, samedi, dimanche, je ne travaille pas. Ça ne veut pas dire que je ne réfléchis pas, évidemment, tu t'imagines bien. On a beaucoup d'axes de réflexion, mais je n'ouvre pas mon ordinateur. Tu déconnectes complètement. Oui, totalement. Et même chose pendant les vacances. Ouais. Mais c'est les meilleurs moments pour avoir des bonnes idées en plus, non? Souvent. Oui, et puis il faut se recharger. Enfin, on parlait des caméras ici, il faut recharger les batteries. Parce qu'on a eu quelques problèmes de caméra. Faut recharger les batteries. Faut recharger les batteries aussi de temps en temps. Et c'est important régulièrement pouvoir se vider la tête, de se régénérer. Sinon, évidemment, on n'y arrive pas. Ok, superbe. Comment tu vois la forêt dans 10 ans? Avec 1000 points de vente en France, avec des agences un peu partout dans les capitales européennes, avec une grosse percée sur l'ADB, un renfort sur la gestion locative et puis sur le syndic de copropriété, avec notre réseau médium, on va dire, développé pleinement. Et puis pour le reste, on aura suivi le chemin qu'on suit, c'est-à-dire en parallèle un parcours client totalement digitalisé et un parcours client totalement humanisé et des clients qui viennent piquer dans un parcours ou dans un autre selon leur moment de vie, selon leurs problèmes, selon leurs envies. On a plein de clients qui nous disent aujourd'hui la signature électronique je ne ferai jamais parce que je ne vais pas signer un compromis de vente comme ça sans le lire et qui nous appellent régulièrement en disant j'ai une contrainte ce week-end, je suis allé voir ma mère, elle va pas bien. Vous m'aviez dit qu'il y avait un truc en signature électronique, finalement pourquoi on n'irait pas là-dessus? Donc voilà, on voit que les clients jouent sur les deux et c'est pas prédéterminé. Il y en a qui veulent être sur du full digital, d'autres qui veulent être sur du full relationnel humain. Donc on va continuer à faire évoluer tout ça évidemment. Et en parlant de digitalisation, parce que on est en train de sortir d'un marché de crise, il y a peut-être des outils, enfin il y a le travail j'imagine qui vous a permis de garder la tête hors de l'eau, mais il y a peut-être des outils que vous avez rajoutés, des nouvelles choses, des nouveaux services. La notion de numérique responsable. On échange un volume extrêmement important de pièces avec nos clients. C'est très très consommateur de data, c'est très consommateur d'eau pour refroidir des serveurs à des endroits et parfois des caméras aussi. C'est très consommateur d'énergie, donc on fait aussi attention au digital et au rôle qu'il a dans notre quotidien et dans la consommation d'énergie au quotidien. Ok, superbe. Une anecdote marquante, je sais qu'elle est dure cette question, sur tout ton parcours, qu'elle soit positive ou négative. Est-ce que tu en as une en tête ou pas? J'en ai tellement que je devrais écrire mes mémoires. Quand j'ai fait ce métier, ça a été de faire une vente un dimanche à des clients. Et cette vente a cassé parce que les acquéreurs finalement n'ont pas eu leur financement et de revendre ce même logement 2 ou 3 ans plus tard. Encore un dimanche. Une anecdote de suivi quand j'ai fait ce métier. Et puis pour le reste, il y en a tellement que je ne sais pas. Ça pourrait durer, mais la caméra ne va pas tenir si on continue. Je ne sais pas laquelle choisir. Ok, on va finir avec 3 questions de fin. 3 valeurs qui t'animent quotidiennement. Le fait d'être juste, c'est une valeur importante. Au quotidien, pour prendre mes décisions, j'ai 2 valeurs qui vont me permettre de prendre une décision. Est-ce que cette décision est juste ? Et est-ce que cette décision est vecteur de business? La troisième, alors je ne sais pas si c'est une valeur ou plus un comportement. Je suis assez attaché à déléguer, ou en tout cas au fil des années, j'ai appris le bénéfice de déléguer et de confier une autonomie, une totale autonomie aux personnes avec qui je travaille au quotidien. Qui est une grosse qualité, essentielle quand on veut... On peut faire autrement, mais c'est difficile de déléguer. C'est très difficile de déléguer parce qu'on a un niveau d'exigence qui est celui qu'on se fixe à soi. Et il faut également accepter qu'il y a une courbe d'apprentissage de la part des collaboratrices ou des collaborateurs auxquels on délègue des missions. Superbe. Deuxième question, si tu devais définir le succès? Pour moi, c'est le plaisir. Réussir quelque chose, mais dans une perspective de plaisir. Moi, le succès, il est intimement lié au plaisir. De tout le temps prendre du plaisir, quoi qu'on fasse. Ah, sinon, on ne se lève pas le matin. C'est un luxe. Sinon, on ne se lève pas le matin. C'est vrai. Et donc, du coup, dernière question qui m'intéresse. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut se lancer dans l'immobilier? Premier conseil, c'est la patience. Il ne faut pas croire que c'est un métier dans lequel on arrive et qui va nous permettre d'être millionnaire en 6 mois. Ça n'existe pas. C'est important de le souligner. Il faut faire tomber ce mensonge rapidement. C'est un métier comme un autre. Il faut du temps. Pour nous, on l'évoquait tout à l'heure, il faut 2 ans avant d'avoir une certaine seniorité dans ce métier. Il faut de la rigueur.
beaucoup de rigueur, beaucoup de formation et de l'auto-formation. Il faut réseauter évidemment, mais il faut, à mon sens, il faut s'inspirer. Il faut aller voir les plus anciens, les plus expérimentés qui vont donner des conseils, qui vont donner des pièces de puzzle qu'on va peut-être pas savoir où mettre tout de suite. Mais dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on va se dire « Ah, mais j'ai compris ce qu'on a voulu me dire à ce moment-là et cette pièce de puzzle, je la pose et ça me permet d'avoir une vision un peu plus large sur le panorama. » Et puis faire preuve de beaucoup d'humilité. Faire du commerce et faire de l'immobilier, c'est quand même l'école de l'humilité, c'est les montagnes russes. On peut faire des mois fantastiques où sky is the limit. Et puis ensuite, on va faire 3 mois ou 4 mois où on ne va rien faire à zéro. Et donc, il faut beaucoup d'humilité pour devenir régulier. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de mois à zéro. Pour un commercial qui fait de la vente, il sait ce que ça veut dire. Bien sûr. Voilà, on rentre des super mandats, on les vend, c'est super, on fait un très beau mois. Derrière, pendant 3 mois, on galère, il ne se passe rien parce qu'on n'a plus de mandats à vendre ou plus de mandats au prix du marché ou qu'on n'arrive pas à les amener au prix du marché. Donc, de la patience, de la rigueur, de l'apprentissage. Du partage d'expérience. Je crois que toute la profession est prête à donner des conseils, à partager des tips. Il faut faire preuve d'humilité et pas croire nécessairement qu'on va tout réinventer et tout casser et que ceux qui faisaient un métier avant le faisaient mal ou le faisaient avec des habitudes anciennes et pas actualisées. Superbe. Et ben, j'espère que ce podcast sera une pièce de puzzle pour ceux qui nous écoutent et les gens qui veulent se lancer dans ce magnifique métier qui est le métier d'agent immobilier. Merci beaucoup Yann. Merci à toi. Et à bientôt. À très vite.